Quai Branly qui se poursuivent avec une alternance entre Julie Gacon, ambiance géopolitique, et puis l'histoire. C'est quand même le troisième dialogue du Quai Branly et à chaque fois c'est éclairant. Je vous avoue que je n'imaginais pas à quel point ça pouvait l'être. On apprend des choses, c'est sensationnel et surtout ça fait réfléchir comme jamais. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique de l'Ouest pour une histoire médiévale. Avec vous Adrien Collet, bonsoir. Bonsoir. Donc chargé de recherche au CNRS et vous êtes membre de l'Institut de recherche et d'études des mondes arabes et musulmans. C'est à Aix-Marseille. Aix-Marseille. Et bonsoir Caroline Robion-Brunner. Bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, professeure invitée à l'université d'Addis Abeba. Et votre laboratoire, c'est Trace à Toulouse. Parce qu'il faut le dire. Non, mais parce que tout ça, c'est des métiers, ce sont des équipes. Vous êtes là tous les deux ce soir, mais vous allez nous révéler en fait comment ça se passe, comment se passe ce travail, et puis surtout, qu'est-ce que cet empire du Mali. Parce qu'on en parle. On en parle, hein, on le croise parfois sur les réseaux sociaux. On évoque cette période-là, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Adrien Collet, si je vous demande c'est quoi l'empire du Mali, vous me répondez comment ? Déjà, c'est un État médiéval, un sultanat, donc un État qui avait une dynastie musulmane, un État impérial qui prend la forme de l'impérialité dans le monde politique de l'islam après la chute de Bagdad en 1258. Et donc, les grandes puissances impériales du monde islamique prennent le nom de sultanat. Donc là, moi, j'entends une période, j'entends un mot, c'est médiéval, qui me rapporte au Moyen-Âge. La définition de Moyen-Âge, c'est un âge moyen entre deux choses. Quelle est la pertinence, d'ailleurs, de cette notion de Moyen-Âge pour l'Afrique ? Alors, en fait, c'est un très, très vieux débat que moi je considère tranché, parce qu'aujourd'hui on a redéfini la période médiévale comme un régime de globalité. Ce régime de globalité, il est mis en place avec l'expansion de l'islam. Et l'islam, en fait, tient un peu le centre de ce régime de globalité en connectant différents pôles, le pôle chinois, indien, le pôle européen, le commerce de la mer Rouge, et puis évidemment le pôle africain. Et donc, c'est un monde qui se définit avant tout la civilisation de l'islam de façon contre-intuitive est plus une civilisation du commerce, de la circulation des biens et des personnes. Et ce régime de globalité change avec l'ouverture du monde atlantique. Et donc, évidemment, le continent africain et notamment l'Afrique de l'Ouest sont aux premières loges de ce changement de globalité. Et donc, on a aussi des événements internes à l'histoire de l'Afrique de l'Ouest qui montrent que cette région est en synchronisation avec le reste du monde. Et donc, elle est tout à fait partie prenante de ce régime de globalité. Donc, on peut lui donner le nom de Moyen-Âge ou lui donner un autre nom, mais en tout cas, on a une période historique entre le début du 8e siècle et les années 1490 où on a quelque chose qui se tient. Oui, parce que Caroline, c'est vraiment ça, réfléchir à l'histoire de l'Afrique n'a pas grand sens déjà de le dire vu l'immensité d'un continent, mais réfléchir aux différentes entités qui composent cette histoire de l'Afrique, c'est aussi une histoire en connexion avec le reste du monde, obligatoirement. On l'oublie souvent, mais c'est vraiment important de le dire et de le rappeler. Oui, alors moi étant spécialiste de l'histoire des métaux, je me situe en dehors et dedans ce sultanat, puisque en fait toute l'étude de la production des métaux, elle est connectée à ce sultanat, mais la matière première, enfin, le matériau produit, il se fait en dehors de ces cités et en dehors de ce monde politique, en fait, dans les espaces plus ruraux, qui sont en dehors de l'espace politique du sultanat du Mali. Oui, parce qu'on est où avec ce sultanat du Mali ? Aujourd'hui, on peut imaginer ce qu'est le pays sur la carte, le Mali, mais on est sur une autre géographie. On est sur une autre géographie, qui est une géographie qui est à la fois politique, qui est aussi écologique, puisqu'on est au Sahel occidental, donc le nord de ce monde politique, ce sont les terminus caravaniers. Et puis, dans le sud, on a aussi la zone qui est une sorte de limite de la zone forestière, mais aussi de la zone de la glossine avec la mouche tsetse et certaines épizooties, donc une limite aussi pour les cavaleries, puisque à cette époque on fait des conquêtes surtout avec les cavaleries. Et puis on a évidemment un espace immense autour des vallées du fleuve Niger et du fleuve Sénégal, donc de la ville de Gao aujourd'hui jusqu'à l'océan Atlantique.
puis évidemment, on n'est pas vraiment capable de poser des frontières, mais on peut imaginer, en fonction aussi des accidents du terrain, donc les falaises de Bandiagara que Caroline connaît bien sont une zone de refuge, et aussi une zone qui est en marge de cet empire, qui est aussi produit du fer, par exemple, avec lequel ces empires peuvent nouer des contacts. Ce n'est pas forcément que des zones de prédation pour les esclaves, par exemple. Oui, parce que c'est important de retirer de notre esprit les notions qu'on connaît, notamment d'empire et de frontières, à la sauce occidentale tardive, avec des frontières délimitées. Et puis souvent sur les cartes, on le voit bien, mais même encore en parlant de l'empire du Mali, on fait un trait, on entoure un territoire et on colorie de la même couleur. Et on dit, ça c'est l'empire du Mali. Ça n'a pas vraiment de sens. Non, et puis en plus, je veux dire, combien de temps il a duré à peu près un peu, environ 200 ans, quoi. Voilà. Et en 200 ans, les frontières ou les zones d'influence, elles ont changé. Donc, et on a du mal encore en plus à les comprendre. Alors moi, mon matériau d'étude, c'est la matérialité, c'est les vestiges. Et là aussi, en archéologie, on a du mal à poser une identité politique sur un vestige. Est-ce que cette céramique, elle appartient au sultanat, ou est-ce qu'elle traduit le sultanat du Mali, ou est-ce qu'elle est en dehors? Ça, c'est quand même assez difficile à reconstituer. Et les marchandises circulent, et les populations circulent. Enfin voilà, on est dans un monde riche, complexe, mouvementé. On a besoin de l'œil de l'archéologue aussi pour essayer de comprendre, parce qu'il y a toute la question des sources. Avec un début, vous pouvez nous le raconter, Adrien Collet, comment ça se construit cet empire du Mali? Il y a une narration d'ailleurs qui existe de cela. Oui, alors pour ce qu'on en sait, à la fois à partir d'une grande épopée, peut-être une des plus grandes épopées de la littérature orale ouest-africaine qu'on appelle l'épopée de Soundiata Keita, qui peut être recoupée à travers certains éléments avec quelques sources arabes du XIVe siècle. On sait qu'on avait d'abord un monde politique multipolaire au Sahel, avec plusieurs royaumes, cités-États, certains royaumes assez puissants, voire peut-être même déjà des petits empires avec des royaumes avec d'autres dynasties sous leur pouvoir. Et puis on a une série de conquêtes avec un fondateur qui est en fait une réaction déjà à un autre royaume qui aurait fait lui-même des conquêtes, mais aussi qui aurait... Alors aujourd'hui, c'est un peu montré comme un symbole d'une sorte de contre-réaction à l'islamisation aussi de la région. Donc un grand roi sorcier forgeron, dont Caroline pourra nous parler. Et donc ce Soundiata Keita, ce fondateur, qui fait une série de conquêtes, des conquêtes qui vont être poursuivies en gros jusque vers 1300 avec la conquête des grandes cités de la boucle du Niger, donc Tombouctou et Gao. Et puis ensuite... une sorte de période un peu d'apogée, disons, dans la première moitié du XIVe siècle, même jusque en fait, vers la fin du XIVe siècle, et finalement un délitement plutôt de l'intérieur avec des crises dynastiques successives, et puis des provinces d'abord extérieures qui reprennent leur indépendance, et puis ensuite d'autres dynasties qui vont à nouveau se fonder d'autres États, etc. Oui, parce qu'en histoire comparée, on dirait que ce qui se passe au même moment en Europe, c'est la guerre de 100 ans. Et c'est intéressant de voir quand même comment... C'est normal, on regarde souvent l'histoire de là où elle est écrite, notre histoire à nous est mise en avant, alors qu'au même moment, et pas si loin que ça, il se passe des choses que vous racontez ici. Et un roi sorcier forgeron, Caroline, ça vous fait réagir? Ben oui. C'est... En fait, la production du fer, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'elle permet soit la vie, soit la mort. On va dire très caricaturalement. La vie, c'est les outils agricoles, et la mort, c'est les armes. Et puis, de cela découlent des économies différentes. Une économie de marché, d'échange de matières premières, de marchandises, qui permet d'acquérir des richesses, ou alors la prédation et la razzia. Et à travers le conflit soso-malinké, on peut y voir en fait deux émanations de ce que permet
aussi la métallurgie, l'acquisition. Et ce qui va être très intéressant pour nous, c'est de voir que le royaume du roi Soso, il est centré sur des terres très riches en fer, qui permettent donc la production notamment d'armes. Et la suite, le sultanat du Mali, on va avoir de la production du fer en dehors de l'Empire. C'est-à-dire on se tient à distance. On pense aussi que c'est avec le sultanat du Mali l'apparition, l'émergence de la caste des forgerons. Donc en fait, on va les rendre endogames, ils ne vont pas pouvoir accéder à certains métiers, positions sociales. On va les tenir en dehors du pouvoir tout en étant malgré tout essentiels à ce pouvoir. Oui, parce qu'il y a donc plusieurs lectures sur la naissance de ce sultanat du Mali, on l'entend bien. Il y a ce roi Soso qui perd. Et donc, on dit ici des rivalités de territoire, on pourrait le lire comme ça, mais on entend bien dans ce que vous dites que c'est une lecture beaucoup plus profonde qu'il faut avoir, avec cette importance du fer, la maîtrise de là où se trouve le minerai et la production. Comment est racontée cette naissance du sultanat du Mali? Est-ce qu'ici, on va retrouver dans cette défaite du roi Soso une idée que on a une épopée avec un fondateur, quelque chose qui naît à ce moment-là? Alors, faut vraiment faire une différence entre le moment où on prend connaissance de ces épopées, qui est en fait, elles commencent à être collectées et à être mises par écrit dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et au début, on a beaucoup de versions qui circulent un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et en fait, cette collecte et puis après cette politisation de cette épopée dans la construction d'un roman national au Mali dans les années 60, mais ça commence en fait dès les années 50, et puis des rivalités qui vont apparaître aussi entre par exemple la Guinée et le Mali, vont faire qu'on va avoir des versions un peu canoniques qui vont être produites à partir de ces différentes versions. Alors, donc cette épopée vraiment s'intéresse au fondateur et un peu à sa généalogie, son père, ses frères, la guerre de... Alors que pour les sources médiévales, si on regarde dans les sources du XIVe siècle, qui nous parlent de la dynastie des Mansa du Mali, donc les rois des rois de l'Empire du Mali, là c'est l'inverse, ces listes dynastiques commencent avec le fondateur et on a tous les descendants du fondateur. Donc on a d'un côté des sources médiévales qui nous parlent surtout de la dynastie de l'Empire et l'épopée qui nous parle de la fondation de l'Empire et de ce qui vient avant. Alors ce sont vraiment deux discours idéologiques complètement différents. Donc évidemment, il faut faire attention à ne pas avoir une lecture trop positiviste, c'est-à-dire de trop prendre au pied de la lettre l'épopée qui n'a pas été construite, fabriquée, énoncée comme un texte historique. C'est plutôt une déclaration politique qui concerne les peuples qui l'ont gardé, qui ont continué de l'énoncer, mais à la faire travailler, à la faire évoluer. On sait que ce sont des textes qui sont mouvants, qui sont obligés d'être réactualisés pour garder une pertinence sociale. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un récit vraiment ouest-africain, avec des enjeux ouest-africains, aussi des enjeux de statut, des enjeux aussi de transformation technologique, aussi de domination sociale. Alors voilà, il y a eu beaucoup d'interprétations sur le fait que cette épopée traduisait dans le passé, par exemple, la prise de pouvoir d'une caste aristocratique musulmane grâce à l'épée et au cheval face à des forgerons qui représentaient plutôt les puissances occultes de la terre, donc des croyances antérieures, etc. Mais il faut aussi résister à ces oppositions-là, puisque jusqu'au milieu du XXe siècle, le phénomène islamique en Afrique de l'Ouest était largement urbain. Il y avait énormément d'autres formes religieuses qui existaient dans les campagnes, dans les terroirs. Donc ce sont aussi des cultes qui ont cohabité. On ne parle pas forcément de syncrétisme, puisque par exemple le sultan du Mali, le Mansa du Mali, pendant les fêtes religieuses à sa cour, le matin célébrer les cultes musulmans et l'après-midi célébrer des cultes plutôt mandingues, plutôt ouest-africains, avec des cérémonies de masques, aussi des déclarations, des histoires officielles à la cour, etc., etc. Donc on a beaucoup de phénomènes historiques qui cohabitent, alors qu'on est plutôt habitué à avoir des modèles mentaux où un phénomène historique remplace l'autre. Donc il faut aussi penser cette diversité qu'on retrouve aussi dans plein de pratiques différentes, y compris la pratique du fer, sachant que en fait, toute opération de transformation de la matière ou d'extraction des minerais du sol, ou d'extraction du sol, fait l'objet de croyances extrêmement importantes qu'on retrouve dans la manière dont le fer est fabriqué, par exemple. Vous retrouvez ça, Caroline ?
Ah ben oui, parce que c'est entouré d'histoires, de mythes, de croyances, mais qui sont, qui sont normales, je vais dire. Oui. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir un minerai. Donc la métallurgie du fer, c'est une métallurgie où le fer n'existe pas dans la nature. On ne peut pas avoir accès au fer. Je veux dire, il n'y a que les météorites qui contiennent des noyaux de fer, où il y a du fer pur, mais qui viennent de l'espace. Là, sur le sol de la planète Terre, et on n'a pas accès. Donc on va avoir un minerai qui certes, donc une roche, on va dire, qui a des couleurs plutôt aubergines, plus lourd que les autres. Et il va falloir avoir l'idée de le mettre dans un four, de monter des températures à plus de 1200 degrés. C'est quand même une technologie très avancée pour avoir du fer qu'on va pouvoir déformer et utiliser dans les haches, les flèches, les épées, etc. Donc tout ce savoir-là qui est très complexe, parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a des matières premières différentes à acquérir, minerai de fer, du bois, de l'argile, et puis en plus des transformations chimiques très importantes. Oui, il repose sur des connaissances et de la transcendance. On transcende la matière. Donc c'est les forgerons et les métallurgistes, même aujourd'hui et même tout récemment, ont des relations avec la société, des rôles très particuliers. Mais vous avez parlé de caste. Oui. Elle a quel statut, cette caste, dans cette société-là ? Alors en fait, c'est assez particulier parce que, alors nous on l'approche, quand on fait de la paléométallurgie, en fait on l'approche par l'ethno. Donc je dirais qu'on ne sait rien de ce qu'est le statut du forgeron, du métallurgiste à la période médiévale. Il faut être très clair. On n'en sait rien du tout. L'archéologie ne nous permet pas d'accéder à son rôle. Donc c'est l'ethno, et l'ethno, nous montre que jusqu'à tout récemment, en fait, ces personnes-là, elles peuvent que se marier entre sa spécialité. Ne pas accéder à certains, ne pas faire la guerre, ne pas faire de politique. On a même, au pays d'Ogon, je me souviens, on ne peut pas s'asseoir sur la même natte qu'un forgeron, parce que s'asseoir sur une natte, en fait, c'est dire de manière subtile qu'on pourrait coucher avec la personne, puisqu'on dort sur les nattes. Donc ça veut dire qu'on est de la même famille. Et là, on ne peut pas être de la même famille puisqu'ils n'ont pas accès. Par contre, donc c'est un monde particulier. L'archéologie, par contre, ce qu'elle nous renseigne, c'est une diversité des techniques à la même période. C'est-à-dire, il faut imaginer un monde médiéval où, pour faire du fer, donc un matériau fer-acier, eh bien, on va déployer des techniques très diverses. On se connaît, on échange, on le voit sur les sites, ils sont contemporains. Et pourtant, on a l'impression que chaque groupe garde sa manière de faire. Donc il y a une diversité, ça veut dire aussi que les peuples bougent. Alors au gré, ça peut être de choses très multiples. Donc circulent, que les idées circulent, mais qu'elles sont aussi parfois conservées. Voilà, donc c'est... Non, mais c'est un monde très particulier, d'ailleurs, on l'entend ici, parce que quand on parle d'un empire, on imagine quelque chose de très hiérarchique, avec une domination souveraine sur l'ensemble du territoire, et on voit qu'il garde au cœur de cet empire des spécificités qui fait que la notion même d'empire appliquée à ce territoire-là est intéressant par plutôt le côté rayonnement que peut avoir ce sultanat du Mali. D'ailleurs, le mot de mouvement, de déplacement n'arrête pas d'être utilisé. Adrien, on peut vraiment dire que c'est ça aussi une des spécificités de ce sultanat. Ça bouge beaucoup. Hein. Mais en fait, ça bouge beaucoup parce qu'on a des emboîtements de réseaux commerciaux.
Donc on a le grand commerce transsaharien, et puis on a des réseaux secondaires régionaux, des réseaux locaux. Tout ça en fait est assez bien articulé, parce qu'on pendant longtemps on a un peu nié une capacité d'agir de ces États ouest-africains médiévaux, d'organiser des politiques économiques, vraiment d'avoir même la conception même de l'économie. Voilà, comme ils avaient des richesses fabuleuses en or, on disait qu'ils faisaient un peu n'importe quoi avec leur or, qu'ils le bradaient aux marchands arabo-berbères, etc., etc. Non, en fait, il y avait des vraies politiques économiques, on pouvait stimuler l'importation de produits, l'exportation d'autres produits, et on avait surtout un commerce médiéval qui est caractérisé par un échange surtout de matières premières et une capacité à transformer ces matières premières en Afrique de l'Ouest. Donc on a du travail par exemple de tannerie, donc fabrication du cuir. Ensuite, une fois qu'on a fabriqué les cuirs à partir des bêtes, on peut fabriquer les objets, les sandales, les ceintures, etc. Les harnachements pour les chevaux, les dromadaires. Capacité à aussi un grand savoir-faire en textile. Donc on n'a pas juste les grands produits, l'or, les esclaves, etc. du commerce transsaharien. On est dans un monde où les gens parlent toujours plusieurs langues, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a la langue de l'Empire, la langue de commerce, la langue maternelle, paternelle, etc. Donc voilà, on est dans un monde où les gens aussi, comme avec ce côté un peu multilingue, connaissent aussi les histoires et les traditions orales des autres peuples, donc peuvent les emprunter pour eux-mêmes fabriquer leur propre récit historique. Donc là, on a des exemples célèbres, par exemple, entre les Songhai et les Touaregs, avec des niveaux d'interpénétration assez importants au niveau des traditions orales, au niveau des coutumes, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est... qu'il faut prendre en compte, qu'on essaie de penser les dynamiques sociales de ces mondes-là, sachant qu'en plus, dans le cadre de l'Empire du Mali, on a vraiment des sources qui nous montrent qu'on avait une expérience politique originale où on essayait d'associer les peuples conquis à la gouvernance dans les provinces. Donc par exemple, Ibn Battuta, le grand voyageur de l'islam, qui voyage dans l'Empire du Mali en 1352-1353, après 25 ans de voyage dans tout le monde islamique, donc il est capable de faire des comparaisons. Donc il nous dit que c'est l'endroit le plus sûr dans lequel il est voyagé, on n'a même pas besoin de voyager avec une escorte armée. Et il nous dit aussi que dans les grandes villes du Sahel, donc à Oualata, qui est un peu la grande ville, qui est un peu la porte d'entrée des caravanières dans l'Empire, mais aussi à Tombouctou, la population donc majoritaire ici, ce sont les Massoufas, ce sont une fraction d'un grand ensemble confédéral saharien qu'on appelle les Sanadja, donc qui sont facilement reconnaissables puisque ce sont les hommes qui portent le voile, qui se voilent le visage. Et ce sont eux les principaux habitants de ces villes-là. Et ils n'ont pas été désarmés par l'Empire. En général, l'Empire, quand il fait des conquêtes, il désarme les populations conquises. Au contraire, les Massoufas, les commandants militaires Massoufas sont associés aux agents donc de la douane du Mali et aussi au contingent d'armée du Mali qui est présent dans ces villes. Et aussi, les Massoufas sont bien représentés dans l'étiquette de la cour impériale du Mali. Donc il y a une étiquette cérémonielle où chaque personne rentre après l'empereur en fonction de son rang et ils sont assez haut placés dans cette hiérarchie. Donc voilà, donc on a aussi voilà, à la fois comme un pouvoir qui est assez centralisé, il ne faut pas imaginer un État fédéral un peu comme aujourd'hui, mais aussi une grande latitude de donner aux provinces, voilà. Et sachant que la cour de l'empereur fonctionne comme une sorte de haute cour de justice, donc quand on n'a pas réussi à trancher les litiges ou les problèmes dans les provinces, on les déporte à la capitale. Mais comment savez-vous tout ça ? C'est la question des sources. Non, mais, juste pour l'archéologie, moi je voudrais savoir, pour les forgerons, qu'est-ce qu'on trouve en fait ? Ne me faites pas la grimace comme alors, ça. Non. Ce qu'on trouve, alors moi ce que j'étudie, c'est pas beau. C'est les déchets en fait. Notre grande source d'information en fait, c'est les déchets, ce qu'on appelle les scories. C'est-à-dire que quand en fait on transforme le minerai en fer, eh bien, ce qui est laissé sur place, c'est la structure, le four. Alors des fois on en trouve, on les fouille. Et puis les amas de déchets, c'est-à-dire que quand le fer s'est aggloméré au centre du four à 1200 degrés, eh bien, tout ce qui était contenu dans cette roche et qui n'est pas du fer, qui n'est pas atome de fer, eh bien, elle est laissée sur place en scorie. Donc ça fait des immenses amas et c'est ça qu'on étudie parce que les scories, en fait, traduisent les techniques, la forme du four, s'il a été ouvert ou fermé pendant la réduction. Et puis on a les mêmes scories à la forge, puisque quand on amène cette masse de fer, qu'on ne retrouve
pratiquement jamais, puisqu'en fait elle est amenée à la forge pour être transformée en objet. Et donc là aussi, il y a le foyer de forge, l'enclume, et puis des résidus qui sont laissés sur place. Et puis parfois, si on a de la chance, on a des objets. On a des objets en fer, mais ces objets en fer, ils sont... le problème de ce sultanat du Mali, c'est que aujourd'hui, il se trouve au Mali, dans une géopolitique qui ne permet plus en fait d'accéder au pays. Et les fouilles, elles commencent un peu à dater. Et en fait, on s'est peu intéressé aux objets en fer parce qu'ils s'oxydent rapidement et qui donc forment une gangue autour d'eux et font des objets pas très beaux, contrairement à l'or qui garde quand même, ou le cuivre et le bronze. Là, on a des... Et donc, ils n'ont pas été très bien étudiés. C'est nous notre problème. Donc voilà, moi, quand j'y étais, on étudiait, j'étais en thèse, et je me suis focalisée donc au pays d'Ogon, à essayer de comprendre cette diversité technique, et puis à essayer de quantifier et de se dire, de traduire cette production du fer, c'est quoi son économie, c'est quoi sa représentation, et pour donner, pour appuyer ce que dit Adrien, nous, ce qu'on voit, c'est une augmentation de la production, puisqu'en fait, on produisait du fer avant le sultanat du Mali, mais on voit une augmentation de la production du fer vraiment très importante durant le sultanat. Et on sait que le fer, je vous disais, outils agricoles et armes. Une arme, quand on l'a, à part la flèche qui se perd dans le corps du voisin, de l'ennemi, on ne la récupère pas. Mais l'épée, tout ça, en principe, on ne la part pas, donc on ne refait pas tous les 4 matins une épée, etc. Par contre, les outils agricoles, ils s'usent. Donc, une augmentation à ce point-là de la production du fer, ça traduit une agriculture en croissance, des rendements agricoles en croissance, et donc une démographie derrière, qui montre bien que tout ce fer, il est là aussi pour pouvoir améliorer l'agriculture et une démographie. Et qui dit démographie importante dit période souvent de paix, de sécurité. Ça veut dire qu'on laisse aussi ce fer circuler dans des espaces vaste. Enfin voilà, tout ça est en connexion et fonctionne assez bien dans nos études de sources. Voilà, comme ça, l'archéologie va dans le sens de ce que les textes disent sur la sécurité de ce sultanat du Mali, avec une augmentation de la population, soit, et un des phénomènes, c'est aussi le phénomène urbain. Qu'en est-il de ces villes dans ce sultanat? Il y a des villes dont les noms sont clairement identifiés? En fait, le problème pour l'instant majeur de l'histoire de l'Empire du Mali, c'est qu'on n'a pas encore retrouvé la capitale impériale du XIVe siècle, qui fait l'objet d'un certain nombre d'hypothèses. Alors pendant longtemps, l'hypothèse un peu qui faisait autorité, c'était Niani, qui est aujourd'hui près de la frontière guinéo-malienne, mais du côté de la Guinée, qui était une hypothèse de l'époque coloniale d'un administrateur passionné d'histoire qui s'appelait Jules Vidal, qui l'a proposé en 1922-1923 à travers une série de plusieurs articles. Et puis finalement, ça a été un peu validé par la doxa de l'époque, et puis il y a eu des fouilles archéologiques, mais finalement on en est revenu parce qu'on n'a pas vraiment trouvé de preuve que c'était un site majeur au XIVe siècle. Et à l'époque, Tombouctou était encore un gros village, en plein boom urbain, mais encore un gros village. Donc on n'a pas vraiment il nous manque un peu le site emblématique urbain, mais finalement c'est pas assez grave parce qu'on a des descriptions de la ville, la capitale, on a des textes, puisque on a le Mali en fait c'est grâce au pèlerinage de Mansa Moussa, le plus grand empereur du Mali, en 1324, qui séjourne 3 mois au Caire, donc qui est à l'époque une sorte de la capitale symbolique des mondes de l'islam, qui ramène beaucoup d'or, mais surtout qui met le Mali, qui était déjà un peu sur la carte avant, qui aux yeux de la chancellerie mamelouk, donc qui est la dynastie qui règne sur le Caire et sur une partie du Moyen-Orient à cette époque, le Mali est intégré dans les protocoles d'échange diplomatique comme une des principales puissances mondiales.
et à ce titre va générer énormément de curiosité de la part des encyclopédistes, des historiens, des chroniqueurs, des géographes, etc. Et donc on va avoir une production de savoir historique sur le Mali, notamment grâce à des Ouest-Africains, des musulmans noirs libres qui vivent, qui sont installés au Caire, à Damas, à la Mecque, à Médine, dans les grandes villes du monde islamique. On a une diaspora ouest-africaine, donc moi c'est sur ce sujet que mes recherches actuelles portent, parce que pendant longtemps on a considéré que la présence noire dans le monde arabe était surtout une présence servile, c'était surtout des esclaves qui étaient présents, mais on n'a pas du tout considéré qu'il pouvait y avoir des diasporas de personnes libres, musulmanes, qui vivaient là et qui étaient parfois installées depuis plusieurs générations. Donc quand ces historiens et chroniqueurs se sont intéressés au Mali, ils ont trouvé des interlocuteurs dans la société pour les interroger et avoir des informations sur ces sociétés, sur ces espaces. Et puis évidemment, on avait presque des caravanes presque annuelles pour le pèlerinage qui passaient par ces villes. Donc ça, c'est ce qui fait que pour le XIVe siècle et le XVe siècle, on a des sources arabes, donc dans les manuscrits arabes, mais qui ont été produits en dehors de cet espace. Ce qui ne veut pas dire que l'écriture arabe n'était pas connue en Afrique de l'Ouest, elle était connue, puisqu'on a des régions où l'épigraphie funéraire, mais aussi les graffitis, les inscriptions arabes sur roche, étaient pratiquées. Alors la plus vieille inscription qu'on ait trouvée pour l'instant, ça date de 1011, donc c'est quelque chose qui commence assez tôt. Et on sait aussi, puisque Ibn Battuta nous le dit, que certains gouverneurs de province avaient déjà des bibliothèques de manuscrits chez eux, et que, évidemment, les caravanes qui partaient pour le pèlerinage revenaient avec beaucoup de manuscrits. Sauf que ces manuscrits, hélas, ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Donc la grande aventure manuscrite ouest-africaine, bon, tout le monde connaît les manuscrits de Tombouctou, qui sont un peu la vitrine, mais qui sont juste un foyer historiographique arabisant parmi d'autres en Afrique de l'Ouest, commence plutôt dans la deuxième moitié du XVIe siècle et vraiment prend son essor au XVIIe siècle, avec un pic de production manuscrite au XIXe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi quelque chose que j'ai étudié, c'est que dans cette production manuscrite ouest-africaine, on a des discours et aussi des récits historiques des auteurs, des intellectuels, des historiens qui ont essayé de voir ce qu'on pouvait dire sur les siècles que nous appelons médiévaux. Donc on a des productions historiques, notamment au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle à Tombouctou, de grandes chroniques sur l'histoire de la région depuis le royaume de Ghana, donc avant l'empire du Mali. Ce que vous évoquez là, en plus, c'est vraiment la question des sources, hein, parce qu'en écho à ce qu'on disait sur l'archéologie, ces sources, mais extérieures pour le dire simplement, mais complètent en fait tout ce qui se construit, et souvent tardivement en plus, sur cet empire, ce sultanat du Mali. J'entends beaucoup la richesse, hein, j'entends beaucoup parler d'or ici, et on a cité Mansa Moussa, qui est une véritable star. Hein. On va sur les réseaux sociaux. Non mais c'est vrai, Adrien, on tape l'homme le plus riche de l'histoire, c'est lui qui arrive. De tous les temps, oui. Ah, de tous les temps. Ouais. Non mais c'est vrai, il bat Elon Musk. Oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose que j'essaie c'est une idée pour laquelle j'essaie de retrouver un peu l'affiliation. Donc c'est un site internet d'actualité économique états-unien qui a lancé ça un peu ce classement au début des années 2010, et puis ça a été repris parfois par des médias assez sérieux, et puis voilà, à force d'être repris, ça a été considéré comme un fait, mais alors que c'est évidemment incalculable et indémontrable. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une production aurifère extrêmement importante en Afrique de l'Ouest, avec une économie qui était capable de soutenir cette production aurifère, puisque là aussi on est sur l'extraction du sol, donc l'or était frappé d'un certain nombre de tabous, donc les populations qui produisaient cet or ne le consommaient pas, ne l'utilisaient pas, et donc l'Empire du Mali l'achetait en échange de cuivre, puisque donc ces populations productrices d'or ont utilisé le cuivre pour faire des objets usuels, pour les ornements, les bijoux, etc. Et donc, j'ai dans un article avec une collègue, Ingrid Oussaï-Mikenzi, on a été capable de restituer un chargement de cuivre, l'itinéraire d'une cargaison de cuivre de plusieurs tonnes de Bouddha, donc de Budapest, de la Hongrie, des mines de Hongrie, jusqu'au sultanat du Mali. Donc en passant par les réseaux méditerranéens, par Majorque, ensuite par Onein, qui était un port dans l'Algérie actuelle, qui était en contact avec la péninsule ibérique, et puis les réseaux sahariens jusqu'au sultanat du Mali. Et là, on parle vraiment de dizaines de tonnes de cuivre pour un chargement. Donc ça montre aussi que le Mali savait diversifier son économie, puisqu'il y avait des productions locales des mines de cuivre, mais ils avaient besoin de beaucoup plus. Et donc ce cuivre après partait au sud en échange de l'or. Et cet or aussi, évidemment, servait pour le commerce international, servait aussi pour servir d'une sorte
de propagande aussi impériale, pour faire venir des marchands, pour faire venir des intellectuels, des grands savants musulmans dans les cours des royaumes. Donc à l'époque, voilà, on a des récits de très très grands savants, vraiment les plus grands savants de leur époque, qui enseignaient à Médine, à la Mecque ou au Caire, dans les plus grandes madrasas, qui vont un temps enseigner au Mali, comme aujourd'hui les grands, bon, avant Trump, les grands chercheurs allaient à Harvard, à Columbia, voilà. Et ben à l'époque, le Mali avait les moyens d'attirer aussi les grands cerveaux, les grands savants musulmans. Donc voilà, donc un usage, voilà, à la fois commercial, mais aussi de prestige. Je vous avais dit que dans ces dialogues du Quai Branly, on apprenait des trucs. Là, maintenant, vous allez rentrer. Bon, moi, je vais le faire en tout cas. Je veux dire, le sultanat du Mali, tu savais qu'il importait des tonnes de cuivre, de minerai depuis Budapest. Non, mais là aussi, cette histoire connectée dont on parle, et parfois on en parle, mais sans saisir la réalité de ce que c'est, l'histoire mondiale, etc. Mais concrètement, on la voit ici, on l'entend, et puis avec toute cette question liée à l'or extrait du sol, ce minerai de fer extrait du sol, mais vous nous l'avez dit, Caroline, il y a quand même ici, par rapport à ce qui se passait avant le sultanat du Mali, quand même des changements, des glissements avec le roi Soso qui était sur le territoire de la production du minerai. Et là, on voit quand même l'économie, mais pas uniquement au sens d'échange, l'économie sociale qui se transforme. Il y a une spécificité là, de cet empire du Mali, de ce sultanat ? Ce qu'on en déduit, c'est qu'il y a des relations, je pense, très importantes avec toutes les économies connexes. C'est-à-dire qu'on a il a certainement réussi à avoir des zones d'influence sans forcément avoir de présence concrète dans les zones de production. Et donc il n'y a pas de contrôle, je dirais, sur place, comme on pourrait avoir, par exemple, dans les Romains mettent en place des contrôles dans des sites de production lorsqu'ils souhaitent acquérir de la matière première. Là, on n'a pas du tout ça. On a plutôt l'impression qu'il y a des relations commerciales. Alors, on a du mal, pour l'instant, à savoir la contrepartie dans ces zones de production. Le problème, c'est que on a très peu fouillé de cimetières ou de zones de villages. C'est vrai que l'archéologie, en fait, elle s'est arrêtée dans les années 2010, dans cette zone-là. Et avant, on est quand même très attaché à essayer de comprendre l'urbanisme. Donc l'archéologie s'est recentrée sur les villes. Il y a également les zones de production du fer, parce que ces amas, c'est des collines qui peuvent faire 7 mètres de haut de déchets. Le pays d'Ogon produit annuellement 20 tonnes de fer par an. Voilà, et puis il n'y a pas que le pays d'Ogon, il y a d'autres zones qui produisent dans les mêmes ordres de grandeur. 20 000 tonnes, c'est à peu près... on suppose qu'un agriculteur à cette époque-là a besoin d'1 kilo par an. Donc ça veut dire que le pays d'Ogon, qui est aussi grand que l'Île-de-France, va produire pour 20 000 personnes. Mais il n'y a pas que cette zone-là. Il y en a 5-6 à la même époque, de la même ampleur, de districts sidérurgiques. Après, si on pouvait y retourner, je trouve que la relation qui serait intéressante de voir, c'est pour produire de l'or, pour exporter de l'or, donc il y a bien sûr l'or en paillettes, mais il y a l'or en roche, et il faut des outils métalliques en fer pour l'extraire. Et on a des zones au nord du Burkina Faso, par exemple, où on sait qu'il y a des gisements aurifères. On a étudié les sites de production du fer, c'est dans les mêmes espaces. Aujourd'hui, ça serait intéressant de voir s'il y a une connexion avec ces deux économies, l'économie de l'or et l'économie de fer. Mais il faudrait aussi étudier l'habitat, parce qu'on n'a aucune idée, par contre, de la contrepartie de
de cette économie de l'or et du fer dans ces zones en dehors des villes. On voit bien ce qu'ils acquièrent de ces commerçants venus du Nord dans les villes citées. Par contre, on ne sait pas du tout en faire. Il y a le sel, ça on sait, mais on ne sait pas non plus les contreparties de cette production. Oui, il y a encore beaucoup de travail. Et puis, il y a cette question des fouilles. Et vous le disiez, les fouilles du passé n'avaient peut-être pas les mêmes préoccupations que les fouilles d'aujourd'hui, les archéologues. Il y a la recherche du bel objet. Vous, c'est les objets moches, je vous avais dit. Alors qu'ils sont extrêmement éclairants. Mais dans toute cette question-là, et moi je trouve ça absolument passionnant, c'est quelle démarche adopter pour essayer de comprendre. Et vous, Adrien, il y a une démarche régressive. Il faut nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Non, mais en fait, pour moi, la démarche régressive s'imposait dans la mesure où on a un objet historique qui est l'Empire du Mali, qui n'a pas produit ses propres sources, ou alors qui les a produits mais on les a perdues, ou elles se sont perdues. Et c'est une espèce d'aura qui a pris de l'ampleur avec les siècles après l'Empire. Donc l'Empire, la gloire de l'Empire et le souvenir de l'Empire, contrairement à d'autres États politiques, n'a fait que prendre de l'ampleur, et encore plus depuis les années 50-60. Et donc, c'est compliqué puisqu'on a différents régimes, un régime documentaire assez vaste, différents types de sources. Et le réflexe, pendant longtemps, a consisté un peu à les mettre sur le même plan, sans tenir compte de leur spécificité, de leur contexte de production, de leur temporalité aussi. Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'est d'abord partir des productions savantes historiques contemporaines, donc du 19e siècle à aujourd'hui, donc l'orientalisme, évidemment, ce qu'on appelle la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire cet immense savoir ethnographique, géographique, historique produit à l'époque coloniale par les administrateurs coloniaux, mais aussi par des intellectuels ouest-africains, qui ont publié aussi dans ces revues coloniales, etc. Et ensuite, me débarrasser de cette production historique et de retourner aux sources, en prenant un autre pôle historiographique, qui était celui du XVIIe au XIXe siècle, pour étudier la manière dont ils avaient discouru sur l'Empire du Mali et quel type d'Empire du Mali avait survécu dans ce régime documentaire. Et ensuite me débarrasser de cette couche-là pour étudier les sources du XIVe, XVe siècle. Et en fait, à chaque fois, on a un Empire du Mali différent. C'est-à-dire que l'Empire du Mali du XIVe siècle, c'est une des premières puissances mondiales. Il a des relations diplomatiques avec les autres grands empires de l'époque. On a une histoire qui est vraiment prise dans les régularités des manuscrits arabes et des chroniques arabes. Mais ensuite, en Afrique de l'Ouest, c'est complètement différent. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, si on prend ce qu'on peut trouver sur l'Empire du Mali dans les grandes chroniques de Tombouctou, on a affaire uniquement à un sultanat islamique. Alors que si on prend les sources du XIVe siècle, on a d'autres pratiques religieuses aussi qui existent, par exemple. Donc là, on n'a retenu que l'aspect islamique, puisqu'on a des auteurs musulmans qui, eux, essaient de proposer un récit d'un islam idéal régional à l'époque médiévale. Donc en éliminant un peu tout ce qui les dérange. Et puis ensuite, on a à partir du XIXe siècle, on a tous les discours et tous les textes des traditions orales qui se rajoutent, qui ne sont pas des textes historiques à l'origine, mais qui sont travaillés comme des textes historiques. Et les traditionnistes, qui eux-mêmes sont des intellectuels créatifs, vont aussi répondre à cette demande, au début des administrateurs coloniaux, puis après d'autres types d'autres profils intellectuels, et vont par exemple leur donner des dates, leur donner des sites. Parce qu'à l'époque des premiers administrateurs coloniaux, l'école historique dominante, on est avant l'école des annales, c'est l'école méthodique. Et l'école méthodique, elle aime les listes dynastiques, les grands hommes, les rois, les reines, les grands empires, etc. Et donc, avec ce questionnaire-là, les traditionnistes vont retravailler leur récit pour coller à ces attentes-là. Et puis ensuite, on a d'autres attentes qui vont se mettre en place. Donc on a toute cette production historique qui est extrêmement mouvante et qui va être aussi mobilisée de façon différente par les grands historiens ouest-africains, évidemment de manière complètement différente que d'autres historiens européens. Donc pour moi, l'approche régressive, c'était une manière de partir de l'objet construit intellectuellement avec une sorte de millefeuille idéal, temporel, savant, pour aller de partir de l'objet construit pour aller vers l'Empire lui-même, dans la mesure du possible, évidemment. L'histoire régressive, c'est dans le titre, le sous-titre de votre livre, Le Sultanat du Mali, une histoire régressive d'un empire médiéval. Et vous avez les dates, c'est du 21e siècle au 14e siècle. On va dans l'autre sens. Mais c'est ce qu'il faut aussi. Est-ce que
dans le cas là, que vous utilisez par votre démarche, Adrien, c'est adapté à son sujet, à son objet d'étude. Voilà. Pour l'archéologie, il y a des spécificités de l'archéologie en Afrique. Oui. Oui. Alors déjà, l'utilisation de l'ethno-archéologie, parce qu'on a la chance d'avoir, notamment chez les artisans, des artisans qui pratiquent des techniques encore actuellement qui sont proches, similaires, et donc on peut voir avec eux comment ils appréhendent la fabrication d'un objet, comment ça s'organise aussi spatialement. Donc en fait, on est aussi avec des sources orales qu'on n'utilise pas du tout en Europe. On est aussi avec, je vous disais, en fait, une production du fer qui s'arrête donc de manière... Donc en Afrique, on fait directement du fer, donc c'est la méthode directe. En Europe, à partir du XVIe, on va faire de l'indirect, c'est-à-dire qu'on va, grâce à l'hydraulique, pouvoir monter encore plus en température, donc on franchit 1700 degrés, et donc on va produire de la fonte. Donc jusque-là, on fait du fer solide, on va dire, semi-solide, solide. Et là, on va pouvoir le fondre, et donc on fait de la fonte, mais pas du fer, et donc il faudra décarburer pour avoir du fer. Bref, au XVIe, on passe dans un monde technologique complètement différent en Europe, alors qu'en Afrique persiste cette technique jusqu'au début XXe. Donc on a la possibilité d'interroger sur ces techniques de manière totalement différente. Après, on a aussi un accès, je dirais, beaucoup mieux conservé. Alors jusqu'à présent, là, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal, mais l'Afrique, elle se densifie, elle se dote d'infrastructures. Donc, je dirais, moi j'ai commencé ma thèse, on disait il y a un manque d'archéologie, c'est pour ça qu'on a un manque de données. Aujourd'hui, on est face en fait à une transformation du continent, une modernisation qui fait qu'on n'a toujours pas plus de fouilles qui sont menées, mais surtout on est en train de détruire les vestiges parce qu'on fait des routes, des hôpitaux, ce qui est très très bien, mais il n'y a pas l'archéologie qui suit derrière. Donc voilà, on est dans un moment critique pour nos collègues béninois, togolais, parce qu'ils aimeraient bien se doter d'une archéologie préventive, comme on a chez nous, mais il faut des États qui sont prêts à appliquer les lois. Le monde entier nous envie, l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Dès qu'on creuse quelque part, il y a quelqu'un qui vient voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on a trouvé. Mais c'est vrai que cette crainte de la destruction, ça c'est quelque chose qui est terrible. Ce besoin de recherche, vous le dites bien Caroline, c'est porté aussi par les universités en Afrique. Oui, on a, de toute façon, on a des collègues qui ont leur propre projet de recherche. On collabore avec eux quand on a des projets communs. Moi, je ne suis qu'une invitée quand je travaille en Afrique. Je veux dire, je demande une autorisation, je collabore avec, je forme aussi des jeunes chercheurs. Par contre, par exemple, un pays comme le Burkina Faso, où on ne peut pas s'y rendre aujourd'hui en tant que Français, CNRS, etc. On a des collègues burkinabés qui font des fouilles et on collabore avec eux. On fait par exemple certaines analyses, on leur fait en Europe, etc. Donc il y a toujours un lien avec nos collègues. Pareil, j'imagine, Adrien. Oui, bien sûr. Je voulais juste revenir sur la question de l'archéologie quand même. C'est ma méthode d'archéologie des savoirs, qui est inspirée aussi des travaux de Michel Foucault, qui lui-même s'est inspiré des archéologues, puisque les archéologues, plus ils creusent et plus ils remontent le temps. On part de la surface du présent pour remonter le temps. Donc ça nous donne aussi des dates, puisque c'est ce qui nous manque cruellement en histoire ouest-africaine médiévale, ce sont les dates.
Oui, on peut dire un mot donc, quand même sur le fait que, par exemple, la République du Mali a une très grande école d'archéologues. Ils ont beaucoup fouillé leur pays. Alors, c'était pas forcément systématiquement de l'archéologie médiévale, malheureusement, enfin, pour moi, de façon très égoïste. Mais voilà, on peut citer des noms comme Tereba Togola, et puis même avant la guerre de 2012, Mamadou Cissé, qui avait fouillé, par exemple, avec Shoshiro Takezawa, un archéologue japonais, dans la ville de Gao. Ils ont trouvé le seul, pour l'instant, château fortifié qu'on ait retrouvé et construit en dur en Afrique de l'Ouest, avec un trésor archéologique, puisque c'est un site qui n'avait pas été pillé, puisqu'une partie de la ville moderne avait recouvert le site. Donc ils ont fait des très belles trouvailles. Donc on a encore beaucoup de sites qui sont protégés du fait qu'ils ont été oubliés. Et puis d'autres sites connus qui font plusieurs hectares, qui ont été un peu pillés, mais qui sont tellement grands qu'on a encore des choses à faire, comme Koumbi Salé, qui est un site sahélien célèbre, qui est considéré comme peut-être, dans l'hypothèse dominante, et que c'était la capitale du royaume de Ghana, qui était le grand royaume qui avait le monopole sur le commerce de l'or avant le Mali, qui devient ensuite une province de l'Empire du Mali. Donc on a beaucoup de sites comme ça qui attendent d'être fouillés. Mais évidemment, la pratique aujourd'hui, c'est quand on monte des missions archéologiques, c'est de faire des co-directions. Et puis, donc c'est vraiment devenu la norme là-dessus. Évidemment, tous les collègues qui travaillent en études africaines sont aussi formés à l'historiographie, aux études postcoloniales, puisque évidemment on est dans des pays qui étaient avant dans l'empire colonial français. Donc on a développé des pratiques pour pas reproduire les erreurs de nos aînés, quoi. Et puis l'archéologie, c'est pas simplement sur le chantier et fouiller, hein. C'est aussi tout le travail qu'il y a après. Oui. Et ce que vous nous disiez également, l'échange. Parce que dans cette démarche-là, la discussion, ce que vous avez pu vivre, comment ça s'est construit, comment ? Alors, il ne faut pas s'asseoir sur la natte, je l'ai bien compris. Mais pour le reste, vous avez pu suivre la fabrication de l'objet et regarder par rapport à tout ce que vous aviez en trouvailles par l'archéologie. Oui, il y avait, durant ma thèse, en fait, un gros travail avec les forgerons. Et moi, je m'asseyais sur la natte parce que j'étais blanche, non excisée, complètement hors de la société que j'étudiais. Donc, j'avais toute possibilité, en fait, d'aller partout, de poser toutes les questions possibles, imaginables, et même celles qui paraissaient incongrues, parce que pour eux, j'étais hors de leur monde et donc autorisée à faire plein de fautes. Et puis en plus, j'étais une voyageuse, ce qui au Mali, le voyageur a un énorme statut en fait. J'étais accueillie de manière assez, très très chaleureuse, puisqu'un voyageur est vécu comme quelqu'un qui est hors de sa famille. Donc il retombe en enfance. Il est pas entouré des siens, donc les gens qui l'accueillent doivent reproduire. Et donc on peut tout faire, hein. On peut se tromper, on peut dire. Et donc je l'utilisais à bon escient pour essayer de tisser les fils, et de m'intéresser en fait à la fois à leur technique, à leur statut et essayer de comprendre cette société. Je reviendrai parce que le site de Gao. J'aimerais tant y retourner, mais il est hyper intéressant pour la métallurgie parce que c'est le seul endroit dans l'espace du Mali où on a retrouvé plus d'une centaine de clous. Alors pour nous, c'est hyper intéressant. Il y a les sociétés à clous et les sociétés sans clous. Parce qu'en fait, il faut imaginer que si une société est capable de faire des clous, donc, c'est-à-dire de mettre du fer dans son architecture, donc de ne pas pouvoir le recycler. C'est-à-dire un clou, c'est un objet qu'on consomme et qu'on ne pourra jamais recycler, donc c'est perdu. Ça veut dire qu'on a atteint une production qui n'est fait que l'objet qu'on produit n'est pas rare. On peut l'abandonner, en fait, on peut lui voilà. Donc c'est un site qui est hyper intéressant et qui nous dit, là aussi, hein, ça... On sort de ce qu'on connaît et c'est pour nous hyper intéressant.
Comment ça prend fin, ce sultanat du Mali? Adrien, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas une fin avec une date précise et une défaite? Non, c'est pas une fin avec une date précise et une défaite, c'est une fin avec des dates de perte de provinces importantes. Par exemple, on sait qu'en 1433, la boucle du Niger, donc la région de Tombouctou, est perdue. Et le grand chroniqueur de Tombouctou du milieu du XVIIe siècle, Al-Sardi, nous dit que, simplement avec une formule lapidaire, quand un maître n'est plus capable de prendre soin de sa ville ou de ses États, il ne mérite plus d'y régner, et donc les gens du Mali furent chassés de ces provinces. Ce qu'on sait, c'est que voilà, le Mali est entré en crise dynastique. Une succession de mauvais règnes finit par faire une crise de régime. Et puis aussi quand même une situation qui change avec les premières navigations portugaises le long des côtes, les dynamiques sahariennes aussi qui changent, qui sont importantes, donc des conquêtes de Sahariens au Sahel. Et puis une nouvelle dynastie qui apparaît justement depuis Gao, qu'on appelle les Soni ou les Soni, qui sont donc sans rail et qui vont faire une série de conquêtes et établir un nouveau sultanat, d'ailleurs qui va être en situation de guerre quasiment permanente avec le petit royaume qui survit à l'Empire, le petit royaume du Mali qui survit à l'Empire jusqu'à la fin du XVIe siècle. Donc il n'y a pas une disparition, il y a une contraction. Alors sans qu'on soit capable de savoir si c'est la même dynastie qui reste au pouvoir, mais on sait que le Mali en tout cas s'adapte assez rapidement à la nouvelle situation géopolitique en investissant davantage ses provinces occidentales. Donc on sait que il y a peut-être une tentative de rencontre alors c'est rapporté par une source portugaise que les Portugais auraient envoyé une ambassade à la cour du Mali, mais on ne pense pas, elle n'est sans doute pas revenue puisqu'on n'a plus de nouvelles après. Et surtout des conquêtes qui sont faites vers le sud, vers la zone aurifère, donc un réflexe de protéger les régions aurifères, et avec aussi des branches dynastiques qui vont aller fonder des royaumes dans la zone forestière, notamment le royaume de Gonja, qui est dans le nord du Ghana actuel, et qui revendique dans des chroniques assez tardives du XVIIIe, XIXe siècle d'avoir fait sécession avec le royaume post-médiéval du Mali. Donc voilà un peu pour la fin de ce sultanat qui va après survivre dans la mémoire, surtout dans la mémoire des grandes villes du Sahel, qui vont vraiment aussi garder le souvenir urbain. Voilà, les monuments, par exemple le palais du Mansa à Tombouctou, où évidemment les mosquées, on garde la mémoire historique des mosquées qui ont été fondées à l'époque du Mali. Et donc ce paysage urbain qui se maintient, qui est refait, parce que vous savez que l'architecture en banco demande une histoire sociale. Si on ne refait pas les monuments quasiment tous les ans, les monuments disparaissent. Donc tant qu'on a une histoire sociale autour des monuments, les monuments traversent les siècles. Donc on a par exemple la très célèbre mosquée de Djenné, qui est refaite tous les ans. Vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube. C'est vraiment toute la ville qui s'y colle. C'est un grand moment de fête, c'est un grand festival qui est assez impressionnant. Et voilà, et on sait dans les sources que c'est des choses qui existaient anciennement. Et donc ces ancrages dans le paysage permettent aussi aux mémoires de rester. Et puis voilà, on a aussi au XVIIe, XVIIIe siècle à Tombouctou encore des histoires, alors déformées, exagérées, qui sont devenues presque déjà légendaires et mythiques du pèlerinage de Mansa Moussa, notamment sa traversée héroïque du Sahara, des choses comme ça. Donc on a quand même des phénomènes de très longue durée en Afrique de l'Ouest, malgré les ruptures mémorielles, historiques, le manque de sources. Des expéditions maritimes aussi. Non mais alors là, moi je profite de vous avoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bon, alors on a Mansa Moussa qui est en 1324, qui est présent à la cour du Caire, et un des courtisans du sultan égyptien, enfin Mamelouk, lui demande comment il est arrivé au pouvoir. Et il dit que le Mansa qui était au pouvoir avant lui ne pensait pas que en arabe l'océan Atlantique est appelé el Muhit, donc l'environnant, parce qu'on imagine que c'est un océan qui entoure toutes les terres émergées du globe. Et donc il ne pense pas que l'environnant est environnant, et qu'il pense qu'il peut être traversé.
Et donc il aurait d'abord affrété 2000 embarcations, une seule revient, donc elle lui dit qu'ils ont trouvé une sorte de grand fleuve au milieu de la mer qui a englouti l'expédition, et finalement le Mansa Mohammad, décide de prendre lui-même la tête d'une expédition, prépare 1000 pirogues, ou 1000 bateaux pour ses hommes et 1000 pour le viatique, avec de l'eau et des vivres, et donc ils partent et ils ne reviennent jamais. Et donc à partir de ce récit de la manière dont Mansa Moussa est arrivé au pouvoir, puisqu'après il a été installé sur le trône, on a tout un courant. Alors c'est né d'abord dans les années. Donc on a eu d'abord un grand livre qui était un des pierres fondatrices de l'afrocentrisme nord-américain, qui s'appelait The Camp Before Columbus, de Ivan van Sertima, qui s'est servi de ce récit pour dire que les Maliens avaient découvert l'Amérique 180 ans avant Christophe Colomb. Alors donc en fait on remplace un récit de grande découverte européen par un de grande découverte malien, mais il faut répéter que l'Amérique n'a pas été découverte, il y a des gens qui vivaient là. Vous n'allez pas chez les gens que que vous ne connaissez pas, frapper à leur porte, ils ouvrent, vous leur dites je vous ai découvert, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est faire peu cas aussi. Il y a des gens qu'on dit dans les civilisations mésoamériques qu'ils avaient trouvé des traces d'origine malienne dans les pratiques, etc. Donc là aussi on a des matrices historiques civilisationnelles de 3000 ans. Donc il ne faut pas faire non plus injure à ces civilisations-là et à ces peuples-là. Voilà. Dans la fin de ce sultanat, est-ce que vous le voyez, vous, Caroline, au sens où en étudiant les forgerons, on voit bien qu'il y a des temporalités très différentes entre la pratique des gens et puis ce qui se passe, l'organisation. Vous nous le disiez, ces techniques sont reproduites de génération en génération. Ces ruptures-là, elles apparaissent à travers l'archéologie? Alors, ce qu'on voit en fait, c'est certains sites, mais plus dans le Sahel, dans le Méma, donc, qui arrêtent leur production du fer. Donc en fait, on a certains sites qui stoppent, la production est abandonnée. Ceux qui sont plus au sud, en Pays d'Ogon, continuent, il n'y a pas de changement. Peut-être qu'ils alimentent le sultanat Soni, pourquoi pas, ils changent de chapelle. C'est pour ça aussi qu'on craint les forgerons, c'est qu'ils vont où on les appelle. Donc c'est pour ça qu'ils circulent beaucoup, leurs idées, mais eux-mêmes, et ils se mettent à la colle des pouvoirs les plus importants. Et puis, je dirais le déclin du commerce transsaharien, et puis surtout l'arrivée de la traite et de cette ouverture atlantique. Et on a un basculement vers le sud, et on voit l'émergence, 16e, 17e, 18e, 19e, de sites beaucoup plus au sud, que je suis en train d'étudier, que ce soit au Togo, au Bénin. On voit une production qui, elle, prend un essor plutôt à cette période-là. Donc on voit un basculement, un revirement de situation, avec peut-être aussi là, Pays d'Ogon, on ne voit pas de différence, on voit une production qui perdure, mais peut-être que c'est la seule zone qui produit encore du fer de manière importante. Donc on a un rétrécissement en fait des réseaux de production. On entend bien cette idée de processus. On va vous donner la parole, il y a des micros qui vont circuler, préparez vos questions. Adrien, pour terminer, je voudrais qu'on parle d'une charte. Ah oui. Ah oui. Alors c'est quoi ce document très, très, très commenté? Là, c'est la charte du Manden ou la charte de Kurukanfuga. C'est une charte qui a été classée à un inventaire du patrimoine immatériel de l'humanité, qui est une charte qui a été construite sur le modèle des droits de l'homme universel et du citoyen. En fait, c'est à partir d'un passage de la fin de l'épopée de Soundiata Keïta, qui est donc après la bataille finale, l'organisation de l'Empire, et tout un certain nombre de décrets qui auraient été pris par Soundiata Keïta. À partir de ça, a été élaborée à travers le temps une charte avec des articles. C'est vraiment sur le modèle des chartes que l'on connaît. Mais on est vraiment capable de suivre l'élaboration de cette charte et aussi les autres chartes concurrentes qui sont apparues pour répondre, parce qu'évidemment différents groupes portaient différentes chartes. Et finalement, l'UNESCO a fait une sorte de conflation,
à classer deux chartes un peu concurrentes. Donc voilà, donc en fait ce qui est intéressant avec cette charte, c'est qu'elle est souvent datée en 1236, en disant que voilà, c'est la charte un peu qui fonde l'Empire du Mali. Donc par exemple, la première charte n'avait pas de motif abolitionniste, la deuxième en avait, en disant que Soundiata Keita avait aboli l'esclavage, donc bon, l'esclavage n'avait pas été aboli à ce moment-là, et puis l'Empire du Mali a été aussi un grand exportateur d'esclaves. Et pourquoi de 1236 ? Puisque on date en général en 1235 la grande bataille de Kirina, qui est la bataille finale, la victoire de Soundiata sur Soumoro Kanté, le roi Soso. Et cette date, en fait, elle a été inventée par Heinrich Barth, donc le grand voyageur allemand qui est présent dans la région de Tombouctou au milieu du 19e siècle, qui a accès à des manuscrits arabes et qui, comme je disais à l'époque, on aimait bien, l'important c'est on essayait d'établir des chronologies. Et donc souvent, Heinrich Barth, et puis après lui, Maurice Delafosse, qui était vraiment un des pères fondateurs de l'africanisme français, avec Au Sénégal, Niger, paru en 1912, qui est la première grande synthèse historique sur vraiment l'histoire de l'Afrique de l'Ouest dans la très très longue durée. Lui, il meurt en 1926, et c'est la grande autorité sur l'histoire ouest-africaine. Heinrich Barth et Maurice Delafosse étaient des grands inventeurs de dates, et la date de 1235 est sortie de leurs travaux, mais elle n'est absolument pas sourcée. Et à partir de cette date, beaucoup de choses ont été construites. Donc c'est aussi important de faire le travail historiographique et de retourner dans ces moments de fondateurs, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'un énorme volume de production historique a été écrit, publié sur l'Afrique de l'Ouest à l'époque coloniale. Il faut vraiment remettre le nez dedans pour refaire la généalogie des idées et même des dates parfois, parce qu'on a, voilà, c'était aussi un temps d'invention, voilà. Donc selon aussi des fois de façon un peu scrupuleuse comme ça, quoi. Non, mais c'est passionnant de voir comment s'écrit cette histoire. Alors aujourd'hui, avec vous deux, entre autres, et puis surtout comment cette histoire s'est écrite par le passé. Et qu'il faut tout déconstruire. C'est ça qui est absolument sensationnel. Et c'est pour ça que c'est si important de croiser l'histoire et l'archéologie, puisque l'histoire qui sort du sol n'est pas la même que celle qui sort des plumes ou de la bouche des hommes. Et donc, parfois, on a des choses qui vont ensemble. Par exemple, Caroline disait que la région du Mima perd sa production métallurgique. Et ça correspond à une zone de guerre importante à l'époque des conquêtes sans rail. Donc, évidemment, comme Caroline vous l'a dit, c'est le temps de paix qui est le plus gros consommateur de fer et non pas le temps de guerre. Voilà, quand on a les campagnes à feu à sang, on n'a plus les paysans qui sont tranquillement en train de cultiver et de consommer du fer. Ou alors les réseaux commerciaux qui demandent du fer pour aller, par exemple, produire de l'or peut-être sont coupés, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Alors, je pense que si je peux me permettre, on avait envoyé un PowerPoint avec des cartes pour que les gens aient un peu une idée des endroits dont on parlait. Je ne sais pas si Elias est là, si on peut peut-être au moins charger les cartes pour les questions, mais je ne sais pas. Alors, où est Elias ? Ça a été oublié. Non, on ne les avait pas. Non, mais c'est pas grave. Je vois tout là-haut. Le mail a dû se perdre. Alors, les questions. Je vois un bras qui se lève ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre déjà qui peut prendre le micro pour la question suivante ? Allez-y, là c'est tout en bas, ici. Là, déjà ici. Ok, super. Allez-y. Bonsoir, moi j'aurais voulu avoir un peu d'informations sur l'organisation sociale. Comment fonctionne cette société, etc. Votre propos, c'était surtout sur les techniques. Je voulais savoir comment ça fonctionne, le social, comment est la hiérarchie. Est-ce que c'est très différent de ce qu'on avait, nous, à l'époque médiévale, donc en Europe? Comment ça se fonctionne? Oui, parce qu'on a évoqué la caste des forgerons, mais dans l'organisation sociale... Alors, en fait, il y a eu un peu systématiquement, de la part d'anthropologues, des historiens, de prendre l'Empire du Mali et d'en faire le point de départ de beaucoup de pratiques sociales. Alors, il faut résister parfois à cette tentation de voir l'Empire du Mali comme un point de départ. Donc, ce qu'on peut dire quand même, en se basant sur les sources, c'est qu'on avait effectivement, d'abord, évidemment, les personnes libres et les personnes de conditions serviles. Dans les personnes de conditions serviles, on avait deux types donc en plus, on a après la législation islamique qui s'est rajoutée sur l'esclavage, qui était beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus permissif qu'en contexte chrétien. Mais on a les esclaves qui sont vraiment des captifs, qui sont liés à l'exportation, et les esclaves qui font partie de la société.
qui eux peuvent être des grands administrateurs, des généraux d'armée ou des agents commerciaux qui peuvent circuler pour leur maître. Donc des gens, si vous voulez, si vous étiez allé dans ces sociétés-là à cette époque-là, vous n'auriez jamais pu savoir que c'était des esclaves si on ne vous l'avait pas dit, et qui sont attachés à des lignes aristocratiques ou à des grandes familles. Ensuite, on a les gens de conditions libres, qui sont plutôt des gens qui sont attachés au travail de la terre. Donc les libres, ce sont surtout les paysans, et c'est à partir de ces groupes-là que se détachent des groupes aristocratiques, qui eux font évidemment se spécialiser dans les affaires politiques ou militaires, mais qui vont se détacher du travail de la terre. Et ensuite, tout ce qui concerne l'artisanat, rétrospectivement, on a considéré que c'était des gens de caste. Mais on n'est pas vraiment capable de savoir si, à l'époque médiévale, déjà, c'était des gens de caste. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des spécialisations, donc les forgerons, qui étaient liés, attachés à certaines familles ou à certains lignages, mais aussi, par exemple, les musiciens, évidemment, les maîtres de la parole, donc ce que l'historiographie coloniale appelait les griots, donc, mais qui avaient des noms comme les djeli ou les guécérés dans les sociétés. Et après, on a plein d'artisans, les tisserands, évidemment, etc., etc. Alors, on sait, par exemple, qu'à l'époque Sonrail, que le pouvoir Sonrail, donc là, on est au milieu du XVIe siècle, avait essayé de créer des castes sur les groupes serviles. Par exemple, il y avait des groupes qui étaient chargés de collecter les récoltes pour le pouvoir, ou alors de s'occuper des chevaux, et eux, ils étaient endogames, mais parce qu'ils étaient de statut servile. Mais ils avaient la possibilité parfois de se marier en dehors de leur groupe, mais ils devaient payer d'énormes amendes qui les dissuadaient de se marier en dehors de leur groupe. Donc on sait qu'en tout cas pour les groupes serviles, ils étaient entre guillemets castés. Donc c'était très, très difficile pour eux de sortir de ce statut servile. Mais pour les autres, on ne sait pas trop. Donc on peut être tenté de voir ce système endogame sur la très longue durée, mais on n'est pas vraiment capable de le sourcer complètement. En archéologie, on ne peut pas le voir. Par contre, on voit des quartiers. Donc des quartiers d'artisanat très, je dirais, très différenciés. Donc on se regroupe par spécialité et avec comme on appelle, des villes satellites, c'est-à-dire quand même des villes très étendues et avec des espaces. Et ça, on le voit. Alors, il y a les cités-États, mais les fouilles, par exemple, au Pays d'Ogon sur l'habitat, dans la plaine, ont montré aussi des quartiers différents et des voilà. Alors, on ne sait pas si ça traduit de l'endogamie, mais en tout cas, parce qu'on le retrouve aussi, je dirais, de faire coexister son travail, son métier, surtout quand c'est de l'artisanat et le lieu où on vit, c'est ce qu'on retrouve ailleurs. Dans l'urbanisme, c'est quand même quelque chose d'assez partagé dans plein de sociétés. Vous avez une question? Bonsoir et merci. Tout à l'heure, Adrien Collet, vous avez évoqué, lors du début du sultanat du Mali, une population qui n'avait pas été désarmée et qui avait des fonctions de douane, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, c'était juste pour donner un exemple sur la manière dont fonctionnait un peu politiquement l'Empire du Mali. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'historien Gabriel Martinez-Gros, qui écrit beaucoup sur Ibn Khaldoun et sa théorie des empires. Donc lui, un de ses grands arguments historiques, c'est de dire qu'un empire qui fait des conquêtes, il désarme systématiquement les populations conquises pour pouvoir lever l'impôt. Et que ça rend les empires vulnérables, parce que quand ils ont des moments de faiblesse, après, des armées ennemies peuvent faire des centaines et des centaines de kilomètres sans rencontrer de gens armés, puisque tout le monde est désarmé sur la route. Ce que nous disent les sources, c'est que les populations qui étaient majoritaires dans les endroits conquis, donc évidemment, si on part du principe que la région du Mandane était le berceau de l'Empire du Mali, que c'est à partir de cette région-là que l'expansion politique s'est faite, d'abord, on avait donc des Mandaines, donc, qui sont un grand ensemble linguistique, culturel, etc., qui ont fait des conquêtes sur des gens qui n'étaient pas des gens de leur langue et de leur culture. Et donc, on s'attendrait à ce que ces gens-là, évidemment, devaient payer des impôts, il y avait un système fiscal, on s'attendrait à ce qu'ils aient été désarmés. Et en fait, ce n'est pas le cas. Les armées conquises ont été intégrées à l'armée impériale et assuraient aussi la sécurité des frontières de l'Empire. En tout cas, pour le côté qui est documenté, c'est-à-dire la façade sahélienne. Ailleurs, on ne sait pas. Mais... Après, c'est vrai que c'est toujours cette limite des sources. Alors, je ne sais pas où se trouve le micro, je vois une main qui se lève, et là, vous avez une question. Tout à l'heure, vous avez dit que l'Empire du Mali, il tirait il exploitait ses mines en dehors de l'Empire.
mais je ne sais pas si vous avez mentionné les mines du Bourré, du coup, de Bourré, qui est une grosse mine d'or et qui se trouvait à l'intérieur, du coup, de l'Empire du Mali. Alors, en fait, pour les mines du Bourré, c'est ce que je disais. En fait, on ne sait pas vraiment quelles étaient les limites, les frontières de l'Empire. Ce qu'on sait, c'est que l'Empire avait un monopole sur la culture de l'or. Et ce que Mansa Moussa raconte à la cour, parce qu'on a quand même des discours rapportés de Mansa Moussa, parce qu'il a été quand même assez, il a été assez interrogé, cuisiné par l'élite de Sultanat Mamelouk. Et ce qu'il leur dit, c'est qu'il a d'abord essayé de faire la conquête militaire de ces régions, d'y répandre l'islam, et que tout d'un coup, la production aurifère a complètement chuté. Et parce que, comme je l'ai dit, il y avait énormément de pratiques religieuses qui entouraient l'extraction de l'or. Et donc, ce qu'il a décidé de faire, en tout cas, ce qu'il raconte, c'est de les laisser pratiquer leur religion et extraire l'or en échange d'un monopole, donc du fait qu'ils devaient exporter leur production de l'or à destination du Mali. Donc, si vous voulez, on peut considérer que cette région était fermement aux mains de l'Empire du Mali, mais on peut aussi considérer que c'était une marge partenaire, par exemple, comme la région d'Ogon était à une frontière de l'Empire, parce que c'était une zone de falaise, et on sait que par exemple, la cavalerie Sonrail a échoué à conquérir le plateau, enfin la falaise et le plateau d'Ogon, qu'on avait le gouverneur de Djenné au milieu du VIe siècle qui se fait réprimandé par le sultan Sonrail, qui lui dit mais t'as toujours pas fait la conquête, et il lui dit mais à chaque fois qu'on y va avec les chevaux et puis c'est escarpé et puis il y a de la végétation touffue, bon voilà on se fait mettre en déroute. Donc il dit bon, ils appellent ça dans les sources arabes, ils appellent ça le rocher, ils disent laissons le rocher tranquille, on a toujours commercé avec. Donc voilà, donc en fait ces zones méridionales, on peut soit considérer qu'elles étaient dans les frontières ou alors qu'elles étaient en dehors, et qu'il y avait des partenariats politiques et économiques avec ces populations. Mais on peut pas tracer une limite. On ne sait pas s'il y avait de l'administration de l'Empire qui était dans ces régions, mais d'après ce qu'on peut en comprendre, pas forcément. Mais... Caroline, c'est vrai qu'il y a cette limite des sources, on le dit bien, et de la réflexion, et puis surtout aussi cette idée, ces représentations de domination et de pouvoir qui peuvent prendre des formes très très différentes. Et vous l'avez dit clairement, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être présent sur place pour contrôler un territoire. Tout à fait. Et en plus, aujourd'hui, il n'y a jamais eu de recherche archéologique dans ces zones. Que ça soit les zones aurifères au Burkina Faso, au Mali, voilà. Le problème étant, c'est qu'elles sont toujours exploitées et qu'il n'est pas simple de mener un projet de recherche face à des miniers. C'est des zones quand même très particulières. Et donc, il n'y a pas eu de recherche menée sur ces territoires. Donc, ce qu'on essaie là de faire, il y a un projet de recherche qui est en train de se monter, c'est-à-dire là aussi, quand on peut pas, on détourne, c'est de faire des analyses géochimiques sur cet or produit actuellement pour essayer de tracer son utilisation dans les monnaies médiévales frappées plus au nord et de voir quelle mine serait exploitée à quel moment. Donc voilà, on détourne le fait qu'on ne peut pas se rendre pour l'instant sur ces territoires. C'est génial ça d'ailleurs. On est force de proposition quand on nous empêche. Vous aviez une question, je ne sais pas. Oui, vous avez votre micro. Bonsoir, merci beaucoup pour cette discussion. Je me demandais juste, est-ce qu'on a retrouvé beaucoup d'artefacts en fer de cet empire, autre part qu'à cet empire, à travers des relations commerciales, j'imagine. Donc j'imagine que l'or, oui, on a dû probablement beaucoup en voir, mais est-ce qu'il y avait aussi d'autres matériaux, donc le fer ou autre? Oui, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on retrouve Oui, alors comme je disais, on est dans un commerce de matières premières, donc la matière première qui sortait principalement de l'Empire du Mali à l'époque, c'est surtout l'or et les esclaves. Alors après, on a quelque chose qu'on a retrouvé alors ça c'est pareil, dans les travaux de l'historienne dont je vous parlais, Ingrid Hussein-Mackenzie, qui est spécialiste des compagnies de commerce italiennes de la fin du XVe siècle. Et elle travaille sur des archives exceptionnelles d'une compagnie de commerce qui s'appelait la Compagnie d'Attigny, et qui avait beaucoup d'affaires en Afrique, et notamment qui importait des milliers de plumes d'autruche
de l'Afrique de l'Ouest. Donc on sait qu'il y avait un commerce de plumes d'autruche, on sait aussi qu'il y avait un commerce de l'ivoire. Plus curieusement aussi, on a la noix de kola qui apparaît au XVe siècle au nord du Sahara, donc qui était mâchée, qui avait un effet proche de la caféine. Donc on a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des produits manufacturés d'époque médiévale, notamment mamelouk, des cuivres mamelouk, avec des inscriptions calligraphiées en arabe jusque dans la zone forestière, dans le nord du Ghana. Alors ces objets qui ont un destin fabuleux parce qu'ils ont d'abord été objets usuels, puis ensuite objets de prestige aussi, qui ont servi aussi de monnaie, qui sont devenus ensuite des objets rituels puisque les religions locales les ont réinterprétés comme étant descendus directement du ciel, comme une offrande des dieux de différentes... Et ensuite, quand ces religions ont reculé face à l'évangélisation de l'époque coloniale, ces objets sont redevenus des objets vénaux, donc ont été volés, revendus, refondus. Donc voilà, donc il y a des travaux aussi sur ces objets-là. Donc de circulation dans les deux sens aussi. Il y a les tombes au nord du Burkina, à Kissi. On a trouvé une côte de maille, on a trouvé une dague damasquinée. Donc oui, les objets vont très très loin. Et on se fait enterrer parfois avec, ou on comme pour les objets mamelouks, on a une histoire qui change à travers les siècles et les relations. Ouais, c'est vraiment une histoire en mouvement, on l'entend. Par contre, pour le faire, c'est consommé. C'est consommé dans le sud et les outils agricoles, ils sont mangés par la terre à un moment donné. Ils s'usent tellement en fait qu'ils disparaissent. Donc là, on n'a pas de possibilité. C'est très très rare de trouver des objets. Il y a quand même un objet aussi qui est à la côte pendant tout le Moyen-Âge, alors là qui est plutôt fabriqué par les Sahariens à partir de la peau de l'oryx, l'antilope du désert. Donc on peut en faire un cuir tellement dur qu'on fabrique des boucliers qui se vendent extrêmement cher et qui sont extrêmement recherchés au Maghreb et en Al-Andalus, et qu'on retrouve dans les miniatures des manuscrits arabes d'Al-Andalus sur les guerres de croisade dans le cadre de la Reconquista, où les armées d'Al-Andalus étaient équipées de ces boucliers qu'on appelait l'Amta, du nom de l'antilope de l'oryx. Voilà. Génial. Alors, il y a une question là-haut, et vous venez de lever le bras. Donc, allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci pour toutes les informations que vous avez données. Moi, j'aimerais savoir comment l'islam est devenu la religion prédominante. Parce que je suppose qu'il y a d'autres, vous l'aviez dit d'ailleurs, il y avait d'autres religions locales, mais comment l'islam est devenu la religion de l'empereur, par exemple, du Mansa, et on sait comment ça s'est passé? Oui, c'est dommage que j'avais une carte avec toutes les dates de conversion de tous les royaumes ouest-africains avant l'Empire du Mali. Donc on a en gros, tout au long du XIe siècle, quasiment toutes les cours sahéliennes qui embrassent l'islam, pour différentes raisons, évidemment des raisons personnelles, religieuses, mais aussi des régions politiques, puisque le contingent de musulmans augmente notamment à leur capitale, puisque l'islam reste largement un fait urbain, mais reste vraiment minoritaire tout au long de la période médiévale et même pendant très longtemps, jusqu'au XXe siècle. Il y a eu des campagnes d'islamisation au Mali au XXe siècle, y compris après les indépendances, etc. Donc là, on parle souvent de double légitimité, c'est-à-dire que le roi du Ghana, par exemple, le roi du Mali, il est musulman devant ses sujets musulmans et il est roi sacré devant ses sujets qui suivent soit la religion qui est attachée à la dynastie, soit une religion qui a été faite religion officielle, soit différents cultes qui sont souvent des cultes du terroir ou chthoniens, qui sont incarnés dans des grottes, dans des arbres, dans des montagnes, dans des déserts, dans des plaines, etc. Et donc, on a vraiment cette double légitimité qui fonctionne pendant toute la période médiévale. Donc, je le disais, par exemple, à la cour du Mali, on avait vraiment les festivités, des cérémonies qui étaient organisées en 2 temps. Pareil à la cour du Ghana. Donc, on a un islam qui n'est vraiment, qui ne devient pas dominant, qui devient une religion de pouvoir, qui devient aussi une religion de la diplomatie, du commerce longue distance, international. Les Mansas du Mali ont des relations diplomatiques en échange des ambassades avec les Mérinides du Maroc, vont au Caire, vont à la Mecque, voyagent, envoient des ambassadeurs, etc.
Donc c'est aussi une manière de s'inscrire dans un monde, ça ouvre des horizons jusqu'en Chine. On a retrouvé de la porcelaine chinoise à Gao, à Tadmaka. Ah oui. Et puis c'est aussi une religion de ville. Voilà, et une religion, vraiment c'est une civilisation très urbaine évidemment. Voilà. Avec pour les forgerons toutes ces croyances qui ne disparaissent pas dans le Oui, même et puis temps. et puis eux ils vivent pas en ville. Oui. C'est vraiment voilà, donc on a aussi des espaces complètement différents. On n'a pas une pénétration, en fait, en tout cas on n'a pas de mosquée hors des villes pendant très très longtemps. On n'a pas de pénétration de l'islam autre que les villes. Ce qui dit aussi, voilà, en plus c'est un espace qui est quand même très agricole, qui est très rural pendant encore très longtemps. Oui, c'est bien, hein, parce que quand on parle d'un sultanat ou d'un empire, on imagine que tout évolue de la même manière en même temps, alors que non, il y a des différences entre les zones rurales et les zones urbaines. Alors, je ne sais pas où est le micro. Si, peut-être. Bonsoir et merci beaucoup. Alors, vous avez votre doigt levé, mais quelqu'un a le micro déjà. Je ne vous vois pas. Ah, vous êtes là-haut. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonsoir. Il y a eu en 2019, juste avant le Covid, une exposition qui s'appelait « Frapper le fer ici ». Dans l'ensemble, est-ce qu'il y avait des objets qui provenaient des dates que vous avez mentionnées, du Moyen-Âge, et de la région où c'était plus actuel? Alors, j'ai participé au colloque qui a eu vraiment juste avant le Covid. C'était tout début mars 2020. Voilà, on riait beaucoup et on n'y croyait pas. Bref. Mais en fait, non, l'exposition, donc c'était une exposition qui venait des États-Unis avec un collectionneur qui a beaucoup plus circulé en fait en Afrique centrale. Donc il y avait beaucoup d'objets plutôt 19e, 20e. Il y avait par contre des captures vidéo du Togo, en Afrique de l'Ouest, c'était plutôt des captures vidéo. Le colloque était venait compléter l'exposition, puisque l'exposition était plutôt sur l'ethnographie. Et avec le colloque, on essayait, donc c'était pas que sur l'Afrique, c'était le faire dans l'histoire. Et donc là, on essayait notamment de remettre de la diachronie et de la profondeur historique. Mais les objets dans l'ensemble, ils venaient d'Afrique. Oui. Mais il y avait... Je ne me souviens pas d'objets qui venaient du Mali. Il n'y avait rien de la période médiévale. C'était plutôt de l'ethno. Hein. Oui, il y avait des choses, c'était plutôt des choses assez récentes. Oui. D'accord, très bien. Il y a dans les collections des objets qu'on peut voir, en écho à ce que vous dites, de cette période médiévale. Oui, il y en a, bien sûr. Les objets, oui. Non, en fait, il y a les objets, surtout de la période de 1000-1400, viennent des tumulus en Afrique de l'Ouest. Dans la région vraiment à l'ouest au Sénégal actuel, le long du fleuve Sénégal, et un peu le long de ses bras, on a vraiment des milliers de tumulus. On en a aussi dans la région du Mema dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on est à l'ouest de Tombouctou, au nord du fleuve Niger. Et là, pour les tumulus qui ont été fouillés, dont certains au début du XXe siècle en contexte colonial, d'autres plus tard, on a retrouvé des objets en or très très beaux, assez connus. On a retrouvé des objets en cuivre, des figurines aussi, de crocodiles, d'oiseaux, des petits objets peut-être rituels qui représentaient des divinités ou des talismans, on ne sait pas trop. Mais là, on a des objets. On a évidemment les fameuses terracotta de Djenné qui sont très connus, dont le Quai Branly aussi a un exemplaire, qui ont énormément été pillés, qui ont circulé au marché noir. Donc on les a quasiment tous hors contexte, mais on en a trouvé une en contexte. Donc là, on sait que c'est 13e, 14e. Donc il y a des choses, notamment dans les collections du Quai Branly. Ouais. Bon, très bien, on va aller voir les collections. Bon, pas après, parce que quand même. Et notre monsieur, vous avez le micro. Oui, moi c'est pour le verre. Quelle production et quel échange enfin. Alors le verre, en tout cas de ce que je connais moi en tant qu'historien, c'est qu'on était capable de le travailler, mais on ne savait pas le produire, parce que ça demande des températures trop élevées pour les technologies de l'époque. Donc souvent on importait des blocs de verre et on les taillait. Voilà. On faisait ça aussi en Égypte à l'époque fatimide, donc avant l'époque ayoubide, donc c'est-à-dire avant 1200 aussi. Pareil, on a des très très beaux exemplaires
qui sont tous hors d'Égypte malheureusement, qui sont dans les musées américains, nord-américains, mais de cristaux de roche ou de verre qui ont été taillés à l'époque fatimide. Et ensuite, on a été capable plutôt de souffler le verre en Afrique du Nord. Mais en Afrique de l'Ouest, pareil, pour faire des perles, il y avait énormément de perles qui arrivaient. Il y a les découvertes au Nigeria, mais les dates m'échappent, de production, hein, ouais. De production de verre, mais les dates m'échappent. Mais elles sont assez anciennes. Et d'ailleurs, c'est un chercheur nigérian qui a travaillé en Angleterre, renforce l'idée de cette gestion de haute température, puisque c'est aussi au Nigeria qu'on a une des dates les plus anciennes d'arrivée de la métallurgie du fer. Donc avec une maîtrise de ces hautes températures pour faire le verre et pour faire le fer, puisque, alors là on est hors de la période médiévale, l'originalité de l'Afrique subsaharienne, c'est d'avoir produit du fer avant le cuivre, avant l'or, en fait on démarre avec le fer. On n'a pas en fait une évolution technique de la maîtrise des températures pour le cuivre à 800 degrés et on monte direct, on arrive à faire du fer. Et donc au Nigeria, il y a des découvertes, mais là j'ai plus les dates en tête, qui montrent une production de verre, mais qui a l'air très localisée et puisque là aussi on peut faire de la traçabilité sur le verre, qui n'a rien à voir avec le verre qu'on retrouve sur le sultanat du Mali, qui lui vient du nord. Il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est la dernière question. Ouais, c'est écrit. C'est écrit, en fait, vous ne le voyez pas, mais nous, on le voit écrit. Dernière question, allez-y, je vous en prie. Oui, bonsoir, merci pour cette conférence. Justement, je voulais rebondir là-dessus, c'était ma question. Parce que dans votre intitulé, vous parlez du sultanat du Mali au forgeron du Bénin. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu plus, puisque justement, le royaume Ifé a produit des sculptures en bronze, en laiton, depuis le 8e siècle. Donc, est-ce que vous pourriez juste nous faire une synthèse là-dessus? Rapidement, en fait, là, on est dans d'autres espaces politiques avec une maîtrise, c'est le plus au sud et le plus ancienne maîtrise de la fabrication de cuivre et de laiton et de bronze à l'étain, hein, et qui sont dans ces régions, en fait, d'Ilé-Ifé. Puis après, alors là aussi, hein, on manque de données. Hein, il y a une période de rupture de production qui peut être soit due, en fait, ça se termine vers le 12e, on n'a plus d'éléments jusqu'au 16e. Alors est-ce que c'est un manque de données, les sites à découvrir, ou est-ce qu'il y a vraiment, parce que ça arrive hein, en histoire, des ruptures techniques où les hommes ne produisent plus, s'arrêtent et perdent le savoir avant de le reproduire. Je pense que dans le titre, il y avait aussi un petit peu le clin d'œil au fait que maintenant, moi je travaille donc au Bénin, pas le royaume du Bénin, mais le Bénin, le pays. Et en fait, j'essaie de voir cette transition période médiévale et ouverture atlantique avec ces bateaux qui viennent recueillir les esclaves. Eh bien, ils sont chargés de manille et de fer, et de voir en fait l'introduction de ce fer étranger, de ce bronze et de ce laiton étranger sur la production locale. Donc voilà, voir qu'est-ce que ça fait de ne plus être les seuls à produire localement, mais d'avoir du métal produit d'ailleurs. Voilà, c'était, je pense, un clin d'œil dans le titre. Non, mais on sent bien que ces dialogues, c'est juste vraiment l'amorce, en fait, et l'envie d'aller toujours plus loin. Et c'est le troisième de cette série historique des dialogues du Quai Branly. Et ce sont autant de fils qui sont tendus pour aller visiter les collections ici, pour lire le sultanat du Mali, Adrien, évidemment. Enfin, vous l'avez lu, vous l'avez écrit. Et tous ces travaux sur les forgerons. Merci vivement à tous les deux. Merci à vous toutes et à vous tous. La prochaine fois qu'on se revoit, c'est le 22 mai. Et nous irons dans l'Éthiopie, en Éthiopie médiévale cette fois. Merci vraiment beaucoup. Merci et puis merci à eux. Hein. Bravo.